Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. En 1942, dans un laboratoire Westinghouse à Pittsburgh, cette voiture est frappée par 3 millions de volts pour vérifier si elle protège ses passagers contre la foudre. Le courant glisse sur la carrosserie métallique, tandis que l'intérieur reste relativement sûr. Dans le nord du Maine, vers 1930, ce bus scolaire avance sur des patins, tiré par des chevaux dans la neige. À l'intérieur, un petit poêle chauffe la cabine. Avant les autobus modernes, aller à l'école demandait déjà toute une expédition. Sur la 14e rue à New York, en 1983, ces jeunes posent avec des lunettes futuristes et un énorme boombox. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est la culture urbaine des années 80, où musique, mode et attitude occupaient tout le trottoir. En 1918, la sculptrice Anna Coleman Ladd ajuste à Paris un masque peint pour un soldat français défiguré par la Première Guerre mondiale. Modelé sur son ancien visage, ce fin masque de cuivre l'aidait à retrouver une vie sociale. 22 étudiants, une seule cabine et une idée folle, battre la mode du phone booth stuffing. À St. Mary's College, en Californie, cette scène de 1959 fut rejouée pour Life Magazine et devint l'une des images les plus absurdes de la vie étudiante américaine. Dans les vers de cet enfant, le drapeau américain et le Washington Monument se reflètent pendant la marche sur Washington. Le 28 août 1963, il écoute Martin Luther King parler de son rêve devant près de 250 000 personnes. Des larmes au milieu des costumes. George Gillette, chef des 3 tribus affiliées, voit J.A. Krug signer l'accord du barrage Garrison. En 1948, ce document ouvre la voie à l'inondation de terre fertile de la réserve de Fort Berthold. Sous les rues de New York, ce réparateur cherche une panne dans un labyrinthe de câbles téléphoniques. En 1939, chaque appel dépendait de ces galeries étroites. Avant le monde sans fil, la voix des habitants passait par des milliers de fils. Un lit, un vieux poêle et presque rien autour. Dans cette pièce de Hamilton County, en Ohio, Carl Middens photographie la pauvreté ordinaire de la Grande Dépression. En décembre 1935, pour beaucoup d'Américains, le foyer se résumait à survivre au froid. Le pansement sur son œil dit plus qu'un long discours. 2 ans après la bombe atomique de Hiroshima, cette jeune survivante porte encore les blessures du 6 août 1945. Une guerre terminée, mais des corps d'enfants marqués pour toute une vie. Sur les genoux du prince héritier Guillaume de Prusse, la petite Alexandrine apparaît dans un portrait familial vers 1916. Née avec une trisomie 21, elle ne fut pas cachée comme tant d'enfants handicapés de son époque. Sa présence disait déjà beaucoup. Bien avant les casques de réalité virtuelle, Hugo Gernsback imaginait déjà la télévision portée sur le visage. En 1963, ces téléyéglas, avec 2 petits écrans et une antenne géante, ressemblaient à une blague futuriste, mais annonçaient une vraie idée. Au tableau, Robert Oppenheimer écrit des formules, 15 ans après Hiroshima et Nagasaki. À Kyoto, en 1960, le père de la bombe atomique parle de science au Japon, sans jamais pouvoir échapper à l'ombre morale de son invention. Après la libération des camps nazis, l'armée britannique oblige des habitants allemands à regarder un film montrant Bergen-Belsen et Buchenwald. À Burgsteinfurt, en mai 1945, cette femme est renvoyée dans la salle après avoir ri. Un policier avec un maître sur une plage. En 1925, à Palm Beach, Smokey. Buchanan mesure le maillot de Betty Fringle. À cette époque, certains règlements fixaient jusqu'où un maillot pouvait remonter au-dessus du genou, surtout pour les femmes. Notre patron possède 77 maisons. Nous ne pouvons pas payer le loyer. Avec cette pancarte, une ouvrière du tabac manifeste à Richmond en 1938.
Son message résume brutalement la Grande Dépression. Travailler ne suffisait plus pour se loger. Jupes, képis et motopompes. Ces employés d'Achilles Limited formaient une vraie brigade privée contre les incendies. À Londres, vers 1925, elles partent de concourir au tournoi des pompiers privés, preuve que le courage n'avait pas d'uniforme masculin. Des moteurs ouverts, des outils partout et des élèves les mains dans la mécanique. Dans les années 50, certains lycées américains enseignaient aussi à réparer une voiture. Ici, la salle de classe ressemble plus à un vrai garage qu'à une école. 3 garçons, déjà trop graves pour leur âge, posent près de la décharge d'Ambridge, en Pennsylvanie. En juillet 1938, Arthur Rothstein photographie l'envers de l'Amérique industrielle. Des enfants pauvres grandissant entre fumée, poussière et survie. Une coupe de glace au milieu de la guerre. À Palerme, en 1943, le soldat américain Vincent Crivello retrouve 3 cousines siciliennes. Après le débarquement allié en Sicile, ce simple café devient une scène rare de famille, de douceur et de retour aux racines. Il n'a pas encore inventé le cubisme, mais le regard est déjà là. À Paris, en 1904, Pablo Picasso pose dans la rue, jeune espagnol presque inconnu, avant de devenir l'un des artistes qui allait bouleverser toute la peinture moderne. Ce cône étrange était l'ancêtre du téléphone moderne. Sur cette image, publiée entre 1915 et 1925, un homme teste une première version de l'appareil d'Alexander Graham Bell. Pour entendre une voix, il fallait coller l'oreille à cette machine presque expérimentale. Les lunettes rondes ne retirent rien à son regard. Sitting Bull, chef Hunkpapa Lakota, pose vers 1881 après sa reddition à l'armée américaine. Quelques années plus tôt, son nom était lié à la victoire autochtone de Little Bighorn contre Custer. Ce n'est pas une scène de cinéma, mais une vraie course. À Crystal Palace, près de Londres, vers 1925, un motard tire un char miniature à pleine vitesse. C'est motorcycle-chariot mêlé cascade, humour et danger dans un sport aussi absurde que risqué. Le métro jaune glisse au-dessus des rues de Berlin-Est dans les dernières années du mur. À la fin des années 80, cette scène ordinaire de Prenzlauer Berg montre une ville encore séparée, mais déjà proche du basculement de 1989. Avant les câbles enterrés, la modernité ressemblait parfois à une toile d'araignée géante. À Vancouver, le 10 mars 1914, cette structure de bois portait des dizaines de lignes électriques au-dessus de la rue. Spectaculaire, mais terrible à entretenir. Des tôles, des planches et même des panneaux publicitaires, ainsi se construisaient les Hooverville pendant la Grande Dépression. Ces cabanes de fortune abritaient des familles jetées à la rue, et leur nom accusait directement le président Herbert Hoover. Des passagers en costume, reliés à des tuyaux comme des patients. En 1939, ce vol d'essai monte à environ 20 000 pieds. Avant les cabines pressurisées, respirer en altitude exigeait un masque à oxygène, et voyager par avion restait une expérience presque médicale. Un accordéon, quelques pas de danse, et l'attente devient moins lourde. À Ellis Island, vers 1905, des immigrants retenus pour inspection improvisent leur propre distraction, pendant que leur avenir en Amérique dépend encore de la décision des autorités. Sans ses bras, ils refusent de renoncer au volant. Le juge texan Quentin D. Corley, amputé après un accident de train, conduit grâce à un dispositif adapté et à une prothèse qu'il a lui-même brevetée. Bien avant les voitures aménagées, il invente sa liberté. Un Uranium Burger à 45 cents. Dans l'Utah de 1954, même un simple diner surfait sur la fièvre nucléaire. Le sandwich n'était pas radioactif. Son nom vendait surtout le rêve d'un nouvel Ouest enrichi par les mines d'uranium. Un mur de roues, de tuyaux et de cadrans.
voilà le cerveau du sous-marin allemand UB-110 en 1918. Dans cet espace étroit, quelques gestes décidaient de plonger, remonter ou survivre, pendant que la coque subissait la pression de la mer. Ce feu au-dessus du Pacifique n'est pas un lever de soleil. C'est Ivy King. En novembre 1952, aux îles Marshall, les États-Unis font exploser une bombe à fission pure de 500 kilotonnes, la plus puissante de ce type jamais testée par eux. Des enfants jouent dans le sable à Atlantic City, grande station balnéaire du New Jersey, vers 1905. À l'arrière-plan, on distingue Young's Pier, l'un des lieux de loisirs de la plage. À cette époque, une journée au bord de mer était déjà un vrai événement. Avant qu'un journal arrive au kiosque, ces hommes traquaient chaque faute sous la lampe. À Dallas, en 1943, les correcteurs du Dallas Morning News relisent les épreuves à la main. Une erreur imprimée pouvait se retrouver le matin même dans toute la ville. À Lufkin, au Texas, en 1943, un ouvrier surveille une immense machine qui transforme la pâte en rouleau de papier journal de plusieurs mètres de long. Cette production est ensuite envoyée vers Dallas, où elle devient les pages imprimées du Dallas Morning News. Devant une petite école de Pennsylvanie, une classe entière pose pour la caméra en 1920. Sur les marches, les enfants serrés en rang montrent une Amérique rurale encore simple, où l'école regroupait tous les âges dans une même pièce. Le moteur tousse, puis le mécanicien se penche directement sur le camion, en plein cœur de New York. En 1943, ces véhicules ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils transportent tout ce que la guerre exige, même quand ils tombent en panne. À New York, en 1917, une jeune mère récupère du lait pasteurisé pour son bébé dans un dépôt créé par Nathan Strauss afin de réduire les maladies liées au lait cru. Elle repart avec les bouteilles dans sa poussette, dans une ville où cette avancée sauve de nombreuses vies. Devant le Lincoln Memorial, en 1926, 3 camions Dodge Brothers de la Post Products Company posent comme une publicité grandeur nature. Le monument dédié à Lincoln devient alors un décor inattendu pour afficher la puissance industrielle et commerciale de l'Amérique. À Buffalo, vers 1900, les quais du lac Erie ressemblent à une ville industrielle sur l'eau. Les cargos déchargent le grain directement dans les silos géants du Great Northern Elevator, symbole d'une Amérique où le commerce passe par les canaux et les rails. Dans un atelier de théâtre à Washington, un producteur passe en revue des candidates sous le regard attentif d'Earl Carroll en 1925. Pour la revue Vanities, il choisit les visages et les silhouettes qui monteront bientôt sur scène. Une simple corde tendue dans les vagues délimite la zone de baignade. Vers 1910, sur une plage très fréquentée de l'Atlantique, enfants et adultes apprennent à nager sous surveillance, sans jamais s'éloigner trop loin dans une mer encore dangereuse. Dans une salle d'hôpital psychiatrique en Californie, une patiente est maintenue pendant une séance d'électroconvulsivothérapie. À cette époque, ce traitement était utilisé dans les cas graves pour provoquer une sorte de reset du système nerveux. Sur ces marches de pierre à Hiroshima, en 1945, on distingue une trace sombre souvent décrite comme une ombre humaine. Elle serait liée au flash thermique de l'explosion atomique qui a marqué les surfaces exposées à une chaleur extrême en un instant. Ota Benga, originaire du Congo, est présenté en 1906 dans la Monkey House du Bronx Zoo. Placé devant les visiteurs comme une curiosité humaine, il partage temporairement l'espace avec un orang-outan, symbole choquant d'une époque révolue. Dans le Berlin de 1945, des enfants jouent sur un char abandonné au milieu des ruines. La guerre est terminée, mais la ville porte encore ses blessures, rues détruites, bâtiments effondrés et une vie quotidienne qui doit recommencer parmi les décombres. Des hommes dorment dans des caisses en bois alignées comme des tiroirs. Dans le Londres victorien,
Les plus pauvres louaient ces penny coffins, des couchages minuscules installés dans des dortoirs surpeuplés où l'on s'allongeait à peine, souvent habillé, pour simplement tenir jusqu'au matin. Cette chemise fait partie des pièces à conviction conservées après l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas en 1963. Elle était portée lors de la fusillade dans le cortège présidentiel, l'un des événements les plus marquants de l'histoire américaine moderne. Robert Wadlow, l'homme le plus grand jamais mesuré, apparaît ici en 1940 entouré d'autres personnes lors de ses vacances à Saint-Pétersbourg, en Floride. Avec ses 2,72 m, il dépasse tout le monde dans la pièce, rendant même les objets du quotidien presque dérisoires à côté de lui. Une foule immense avance derrière une banderole où l'on peut lire « We march with Selma », c'est-à-dire « Nous marchons avec Selma ». Ce slogan relie ces manifestants aux marches historiques pour les droits civiques aux États-Unis, notamment en 1965, où ils réclament le droit de vote et l'égalité. Dans un studio photo de Budapest, en 1920, deux jeunes posent en tenue de mariage pour une séance de portrait. Il s'agit d'un atelier photo, où les clients venaient parfois louer des costumes et se faire photographier dans des mises en scène stylisées, même sans lien avec un vrai mariage. Dans le Maine, vers 1910, une fillette de 9 ans, Nan de Galant, travaille avec sa famille dans une conserverie de poissons. Les enfants participent souvent aux tâches saisonnières pour aider les parents malgré des débuts de loi contre le travail des mineurs. Dans un hôpital des années 1950, des rangées de poumons d'acier aident des patients atteints de poliomyélite à respirer. Cette maladie paralysait les muscles respiratoires et nécessitait ces machines volumineuses pour maintenir les malades en vie malgré la pénurie de soins hospitaliers. Cette image montre des momies égyptiennes conservées et manipulées par des marchands en Afrique du Nord et en Europe. Elles étaient transportées pour être vendues, parfois réduites en poudre comme remède ou exposées comme curiosités dans les collections privées encore aujourd'hui. Dans un atelier, deux hommes réalisent un moulage en plâtre du visage d'un défunt pour créer un masque mortuaire. Cette technique, utilisée depuis l'Antiquité, servait à conserver fidèlement les traits des personnes importantes après leur mort, procédé de conservation historique ancien. Dans une tranchée de la Première Guerre mondiale, des soldats et des médecins tentent de ramener un homme profondément choqué par le combat. Son regard vide illustre ce que l'on appelait alors le shell shock, aujourd'hui associé au stress post-traumatique dans les hôpitaux graves. Dans le salon de la chanteuse norvégienne Inger Jacobsen et de son mari ventriloque danois Jackie Bülow, on les voit entourés de leurs marionnettes dans une scène de divertissement des années 1950 liée à l'essor de la radio et de la télévision. Lors d'une conférence de presse en 1987 en Pennsylvanie, le trésorier de l'État Robert B. Dwyer s'adresse aux journalistes pour défendre son innocence dans une affaire de corruption, quelques instants avant son suicide public, qui a eu lieu devant les caméras et les personnes présentes lors de ce même événement. L'épave du RMS Titanic repose aujourd'hui à environ 3800 mètres dans l'océan Atlantique. Le paquebot, surnommé insubmersible, a coulé lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, causant plus de 1500 morts. En juin 1943, dans un centre d'entraînement militaire britannique, de jeunes cadets apprennent les techniques de camouflage et de dissimulation sur le terrain. Ils sont placés en position réelle pour apprendre à disparaître visuellement en zone de combat. En 1915, l'expédition de Shackleton devient l'une des plus grandes histoires de survie en Antarctique. Le navire Endurance est lentement broyé par la glace, obligeant les hommes à l'abandonner et à marcher sur une banquise hostile vers un autre navire de secours. En 1970, à l'aéroport de Sydney, le jeune Keith Sapsford, fugueur d'un foyer catholique, se cache dans le train d'atterrissage d'un avion à destination de Tokyo. Lorsque le compartiment s'ouvre,
il chute de l'appareil et meurt sur le coup sous l'objectif d'un photographe amateur capté. En novembre 1961, lors d'une croisière sur le yacht Bluebell, le capitaine Julian Harvey tue plusieurs personnes dont la famille Duperreault, puis fait couler le navire. La fillette Terry Jo, 11 ans, survit en quittant le bateau et reste seule sur un radeau jusqu'à son sauvetage en mer. Dans les mines de charbon américaines, des « breaker boys », souvent des enfants, trient à la main le charbon pour enlever les impuretés. Dès 1885, en Pennsylvanie, une loi interdit le travail des moins de 12 ans, mais elle est peu respectée et contournée avec de faux papiers. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.